Le ramadan, c'est un moment spirituel incroyable, on est bien d'accord. Mais pour un athlète, soyons honnêtes, c'est un véritable casse-tête physique. La grande question, c'est comment on fait pour tout concilier? Comment on allie la foi et la performance de pointe, sans y laisser des plumes, sans tout perdre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, commençons par un petit reality check. Les chiffres, ils ne mentent pas et là, ils sont brutaux. 9 sportifs sur 10, 9 sur 10 perdent du muscle. Et on ne parle pas d'un peu de gras, non, non, on parle de 2 à 4 kilos de muscles qui s'envolent. À côté de ça, il y a une toute petite élite, à peine 10%, qui arrive non seulement à tenir le coup, mais parfois même à progresser. La vraie question, c'est comment on fait pour basculer dans ces 10%? Et c'est là vraiment que tout se joue, dans la tête. Il faut complètement changer de perspective. L'objectif, pendant ce mois, ce n'est plus de chercher à progresser et à battre des records, non. L'objectif, c'est de se maintenir. Juste ça. Et croyez-moi, réussir à ne rien perdre dans des conditions pareilles, eh bien c'est une victoire absolue. C'est ça, la nouvelle définition du succès pendant le ramadan. Voilà donc le cœur du problème, le défi immense. Comment on fait pour vivre pleinement ce sommet spirituel qui est le ramadan, tout en préservant sa condition physique d'athlète? On va justement voir la stratégie pour y arriver, sans avoir à choisir entre l'un ou l'autre. Pour que ça marche, il faut des objectifs clairs, nets et précis. C'est une mission en 3 points. Point numéro 1, on maintient la masse musculaire. C'est non négociable. Point numéro 2, on vise à conserver entre 80 et 90% de ses performances habituelles. Et point numéro 3, et celui-là est peut-être le plus important de tous, on finit le mois entier sans se blesser. Ok, les objectifs sont posés. Mais concrètement, comment on fait? Eh bien, la solution, elle tient en 4 piliers. 4 piliers fondamentaux. Et attention, ce ne sont pas des petites suggestions à prendre ou à laisser. Non, c'est un système, des règles non négociables si on veut vraiment réussir. Allez, on attaque le premier. Premier pilier, l'alimentation et l'hydratation, bien sûr. C'est la fondation de tout. Si cette base n'est pas solide comme du béton, tout le reste, l'entraînement, la récupération, tout s'écroule comme un château de cartes. Il faut être d'une précision chirurgicale. Et dans cette fondation, le repas le plus crucial, c'est le suhour, celui d'avant l'aube. Celui-là, il est non négociable. Pensez-y comme le carburant pour toute la journée. De quoi a-t-on besoin? De protéines à digestion lente, type caséine, pour que les muscles aient à manger pendant des heures. On ajoute des glucides à indice glycémique bas, genre flocons d'avoine, pour une énergie stable, sans coup de barre. On n'oublie pas les bonnes graisses et surtout, on s'hydrate massivement. C'est littéralement l'armure qui va protéger pendant toute la journée de jeûne. Justement, l'hydratation. Parlons-en 2 secondes. Regardez ce chiffre. 1%. Juste 1. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Totalement anodin. Et pourtant, ce tout petit pourcent de déshydratation, ça se traduit par 10% de performance en moins. Paf, direct. C'est une chute libre. La corrélation est brutale et ça montre à quel point la moindre goutte d'eau est absolument critique. Et cette phrase, elle dit tout. On peut se remettre d'un repas sauté. Ce n'est pas idéal, mais ça passe. Par contre, une déshydratation sévère, ça ne pardonne pas. L'hydratation n'est pas juste importante, elle est vitale. C'est la priorité numéro 1. Fin de la discussion. Allez, on passe au deuxième pilier, l'entraînement. Et là, on touche à l'erreur que presque tout le monde fait, vouloir continuer à s'entraîner comme si de rien n'était. C'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur, la recette parfaite pour l'échec. Non, la stratégie doit changer du tout au tout. Regardez ce tableau, c'est très clair. Le volume d'entraînement, on le baisse. La fréquence des séances, on la baisse aussi, de manière assez drastique. Par contre, il y a une chose qu'on ne touche quasiment pas, c'est l'intensité. Les charges, le poids qu'on soulève, ça doit rester élevé. Et pourquoi on fait ça? C'est simple. Le signal qui dit au corps « Hey, garde ce muscle, j'en ai besoin », ce n'est pas le volume, ce ne sont pas les séries à n'en plus finir, c'est l'intensité, c'est le fait de soulever lourd. Donc, il vaut bien mieux faire quelques répétitions bien lourdes que des tonnes de séries légères. C'est un principe de base en physiologie. Ok, on a vu la nutrition, on a vu l'entraînement, mais il manque une pièce au puzzle. Quel est l'élément absolument crucial qui fait le lien entre les deux, qui permet au corps de vraiment récupérer et de se reconstruire? La réponse, c'est le sommeil. Et voilà notre 3e pilier. C'est souvent celui qu'on sacrifie en premier, qu'on néglige le plus. Grosse erreur, c'est un pilier fondamental, aussi important que les autres pour la récup et les hormones. Et c'est purement biologique, hein.
C'est la nuit, pendant le sommeil profond, que le corps fait son travail de réparation. Il libère ce qu'on appelle les hormones anaboliques, comme l'hormone de croissance. En gros, 90% du processus de construction musculaire se passe quand on dort. Donc l'équation est simple, moins de sommeil égale moins de récupération. Point. On arrive au dernier pilier. Et celui-là, il ne se passe pas à la salle de sport ou dans la cuisine. Il se passe entre les deux oreilles. C'est le pilier mental. Parce que le ramadan, c'est un marathon. Un marathon psychologique avec ses hauts, ses bas, de vraies montagnes russes émotionnelles. Et ces montagnes russes, elles suivent souvent un schéma assez prévisible. La première semaine, tout va bien, c'est l'euphorie, la motivation est au top, et puis arrive le mur. Généralement entre le jour 8 et le jour 15. C'est là que ça devient vraiment, vraiment dur. C'est la phase critique où 90% des gens lâchent l'affaire. Le simple fait de le savoir, d'anticiper ce mur, c'est déjà une partie de la solution. Et dans cette bataille mentale, il y a un ennemi redoutable, le piège du perfectionnisme. C'est cette petite voix qui dit « soit je le fais parfaitement, soit je ne fais rien du tout ». C'est le chemin direct vers l'abandon. La mentalité qui gagne, c'est celle du « fait vaut mieux que parfait ». Tenir son plan à 90% pendant 30 jours, ce n'est pas un échec. C'est une victoire totale. La régularité, même imparfaite, écrasera toujours la perfection qui n'arrive jamais. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique, à la preuve. Parce que tout ce système, ce n'est pas juste des belles idées sur le papier. C'est un processus qui a été testé, qui fonctionne et qui donne des résultats bien réels. Prenez l'histoire de Fatima, une powerlifteuse. Elle a fait exactement ça. Elle a baissé le volume à fond, mais elle a gardé l'intensité, le lourd. Le résultat, non seulement elle n'a rien perdu, mais 45 jours après, elle a pulvérisé ses records perso. Pour elle, le ramadan n'a pas été un frein, ça a été une préparation mentale de dingue. C'est la preuve vivante que la stratégie marche. Alors, comment s'assurer du succès? Avec un suivi rigoureux. Parce que pendant cette période, les émotions, les sensations de fatigue, de faiblesse, elles peuvent nous mentir. Mais les chiffres, eux, ne mentent jamais. Il faut traquer les données, le poids sur la balance, les charges à la salle, les heures de sommeil. C'est ça la vraie boussole. C'est ce qui permet de prendre des décisions intelligentes, basées sur des faits et non pas sur l'humeur du jour. Et au bout du compte, on se rend compte que la vraie victoire, elle n'est pas juste sur la balance ou sur la barre. Ce qu'on gagne, c'est bien plus profond. C'est une discipline de fer, une résilience mentale à toute épreuve. Et ça, ce sont des choses qui restent bien après la fin du ramadan. C'est ça, le vrai trophée. Finalement, il y a toujours deux chemins qui s'offrent à nous. Celui de la facilité, de la médiocrité confortable, où on improvise et on finit avec des regrets. Et puis il y a l'autre chemin, celui de l'excellence inconfortable, le chemin de la discipline, de la planification et au bout, de la fierté. La question n'est plus de savoir si c'est possible. On a vu que ça l'est. La vraie question, c'est quel chemin on décide de prendre.